Bonjour à tous et à toutes. Un salut chaleureux au public qui nous accompagne et à la bande que je suis ravi de retrouver comme chaque semaine. Salut les amis, les passionnés, les experts en art. Nathalie Lesage, un mot te définit, c'est la curiosité et un regard décalé sur l'art. Il y a évidemment Lauriane Mélière. Bonjour. Qui crée des ponts entre le passé et notre présent. Fabrice Busto, le boss, le maître, rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine. Et Margot Bétou, devenue la mémoire vive de cette émission. Vous m'avez manqué cette semaine. Toi aussi, tu nous avais manqué. Quel est votre mot du jour? On va démarrer avec toi, Nathalie. Alors, mon mot du jour sera univers, car sachez-le, il est à l'écoute. Fabrice. Vroom. Vroom. C'est un mot? C'est deux mots. Et c'est quand l'art ne fait pas que de se contempler, mais qu'il prend la vitesse et qu'il vibre. Lauriane. J'adore. Moi, j'aurais envie de dire renversant parce que l'art nous met la tête à l'envers, évidemment. Et Margot. Moi, je dirais ange parce que j'en ai croisé un dans le couloir tout à l'heure. Non. Un ange. Et Charlie Voudou est également avec nous. Salut Charlie. Hello. Quelle est ton humeur aujourd'hui? Alors, moi, le mot qui me vient, c'est un peu dans l'air du temps avec ces histoires de sorciers et de personnes qui s'envolent, un peu comme les anges, c'est la gravité. Pas la gravité de la chose, mais la gravité, justement. De Newton. Ah, yes, it's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity. Bravo. Et on va justement défier les lois de la gravité et les lois tout court, celles de l'art. Notre premier invité, il est créateur de mode, je vous le disais, il est connu partout dans le monde. C'est aussi un artiste à part entière. Il a habillé les plus grandes stars et les images d'évêques, de prêtres portant ses créations. C'était lors de la cérémonie de réouverture de Notre-Dame. On fait le tour de la planète. Le Centre d'art Les Abattoirs à Toulouse lui consacre une exposition événement à partir de vendredi. Jean-Charles de Castelbajac est dans la Grande Galerie francophone. Bonjour maestro et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente le public et la bande de la Grande Galerie. On va démarrer avec la première question qui est un rituel. Qu'est-ce que l'art apporte dans votre vie, Jean-Charles de Castelbajac? L'art, c'est ma vie. Donc l'art, c'est ma vie, c'est aussi cette relation à l'invisible. J'ai le sentiment qu'au travers de l'art, j'ouvre des portes que d'autres ne voient pas. C'est des chemins sensoriels, des chemins vers quelque chose d'une autre dimension. Alors justement, voilà. Parce que c'est assez paradoxal, l'art, c'est ce qu'il y a de plus visible. Et vous, notamment, votre art est visible, mais vous en parlez comme d'un poète qui pousserait les portes d'un domaine inconnu. C'est cela. Je pense que ce qui me touche le plus, et j'ai toujours été dans cette quête d'invisible, déjà très tôt, j'allais par exemple à 17 ans dormir sur des champs de bataille. Hein. Des grands champs de bataille du passé. J'emmenais mon ami Jean-François Bizot, qui avait fondé Actuel, et on partait à dormir à Azincourt, par exemple, pour chercher les fantômes. Là où les Anglais ont battu les Français au Moyen-Âge. Absolument. Si vous dites que vous voulez révéler l'invisible, est-ce que c'est parce que pour vous, l'art, c'est quelque chose qui relève de l'émotion, du monde intérieur? L'art, c'est définitivement un médium pour parler à l'invisible, pour capter des choses qui ne sont plus de l'ordre du visible. Par exemple, lorsque je dessine un ange dans la rue, certains murs m'interpellent, certains murs m'appellent, je caresse la pierre, je caresse le médium. Et certaines rues ont encore cette émotion du passé. Il y a quelque chose de quasiment mystique dans la manière dont vous parlez de l'art. Un peu, et je dirais même beaucoup, plus j'avance dans la vie, par exemple dans mon expérience de Notre-Dame, c'était mettre le visible au service de l'invisible. Oui. Comment peut-on arriver à cette dimension spirituelle? Et je pense que c'est ça aussi, c'est ce que me fait vivre l'art dans sa dimension de transmission ou dans sa dimension de ciment social. Et c'est-à-dire qu'il a cette capacité à aller
au-delà des dogmes, au-delà des paroles, au-delà des mythes même. Et s'il y a un artiste, une œuvre qui vous accompagne, qui vous vient comme ça spontanément à l'esprit? Écoutez, il y en a deux vraiment qui ont marqué ma vie. L'un, c'est un triptyque de Paolo Uccello, qui est la bataille de San Romano, Ouais. où un de mes amis peintres à l'époque, qui était Robert Malaval, m'a expliqué le rythme des lances et cette naissance du rythmique dans Des la peinture. cavaliers avec ses lances, un tableau du tout à XVe fait siècle. extraordinaire. Cette notion de rythme, comment dans une œuvre on peut ressentir ce cœur qui bat. Et les trois d'ailleurs, les trois volets de ce triptyque sont exposés aujourd'hui dans des villes différentes. Tout à fait. Et enfin, une pièce qui était au Centre Pompidou, qui s'appelle La Tête mécanique, qui est une œuvre de Raoul Haussmann de 1919. À partir d'une tête de chapelier, il installe sur cette tête, avec des objets détournés, un maître de charpentier, des choses, la modernité. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce grand homme. Il était à Limoges à partir de 1956. Et c'est une pièce qui me bouleverse. Et puis d'ailleurs, vous avez côtoyé un nombre incalculable d'artistes et dont de très grands noms, des figures de ce qu'on appelle le pop art, mais qui sont beaucoup plus que ça. On pense à Andy Warhol, on pense à Jean-Michel Basquiat, dont vous étiez l'ami. Basquiat, dont vous avez été, alors je ne sais pas, la muse peut-être, en tout cas, il vous a représenté. Il y a un tableau de Jean-Michel Basquiat. J'ai rencontré Jean-Michel à New York et il m'avait dit de lui envoyer une photo de moi. J'ai envoyé une photo de moi sur ma Harley à l'époque. Ouais. J'avais une Harley Duo Glide de 56 rouge pailleté que j'aimais beaucoup et j'ai reçu ce tableau. Voilà. Et c'est un hommage notamment donc à votre amour pour l'art dont on va parler tout au long de cette émission. Jean-Charles, chaque semaine, la bande de la Grande Galerie francophone nous révèle sa dernière claque artistique. C'est la claque de la semaine. Et on commence avec toi, Nathalie. Volontiers. Alors moi, ma claque, elle est la preuve. Sachez-le que l'univers nous écoute. Lorsqu'on lui parle correctement, il est à l'écoute. Et c'est un artiste qui s'appelle Sadek Beraba et son spectacle Murmuration, que je suis certaine que vous connaissez parce que c'est un grand phénomène des réseaux sociaux. D'abord repéré par les stars comme Shakira et Jennifer Lopez, mais devenu superstar lui-même après que ses chorégraphies, ces espèces de ballets, Simiri, voilà, vous le connaissez, Jean-Charles, donc fasse sensation sur les réseaux sociaux et c'est surtout sa chorégraphie qu'il a réalisée pour la passation des Jeux olympiques de Tokyo vers Paris, qui a été vue des millions de fois, qui a fait sensation. Et son parcours est d'autant plus exceptionnel parce qu'il a habité dans la rue Sadek. Il était maçon, mais avec toujours ce rêve de devenir lui-même chorégraphe. Alors quand je vous dis que l'univers écoute, et tellement que moi, j'ai supplié l'univers pour que le spectacle Murmuration revienne parce que je l'avais raté. Sachez-le, ça revient, c'est annoncé pour 2026. Ça y est, c'est confirmé pour 2026. Alléluia! Avec 50 danseurs. Vous aimez quand l'art prend vie et qu'il échappe au code? Ah mais bien sûr, c'est sa vocation. J'aime lorsque l'art me déconcerte, me kidnappe, me surprend, me happe. Et j'en aime tous les extrêmes. Oui. Par exemple, je pensais à mon coup de cœur. Jusqu'à ce matin, c'était Rosalia avec son album Luxe. Luxe, dont nous parlait Lauriane la semaine dernière. Avec cette dimension totale et complète de faire intervenir d'autres Et religieuse, artistes. encore une fois. Pardon ? Et religieuse, Et encore une fois. religieux. Mais hier soir, j'ai été voir Hugo Frey. Au Palais des Sports. Oui. Et j'ai été totalement bouleversé par Un cet monument homme. de la chanson française. Mais surtout la manière dont il a approché son concert, dont il a chanté le Petit bal perdu de Bourvil, la manière dont il a rendu hommage à Trenet, c'était tout à fait bouleversant. Voilà. C'est assez génial parce que c'est vrai qu'avec vous, l'art est total. Lauriane, ta claque? Moi, ma claque, elle nous emmène à Helsinki, puisque si je vous montre cette image, on dirait des personnes suspendues sur un immeuble. Eh bien non, c'est une œuvre, ça s'appelle Bâtiment de l'artiste argentin Leandro Erlich. C'est présenté en ce moment au musée Amos Rex d'Helsinki, un musée qui est connu pour le fait de mêler l'art et l'illusion avec des expériences immersives. Et ça tombe bien parce que... Ah d'accord, c'est pas vertical. C'est pas du tout vertical. En fait, on s'allonge sur la façade, il y a un miroir
miroir qui est tendu au-dessus et ça donne l'impression qu'on est des Spider-Man, ça défie complètement les lois de la gravité. Et Elrich, il est justement connu pour être l'architecte du doute. Depuis 20 ans, il joue avec les trompe-l'œil. Et Bâtiment, c'est justement ça, cette façade sur laquelle on peut s'amuser, petits et grands. Et c'est une œuvre qui nous rappelle que notre regard n'est jamais celui qu'on croit. En fait, il suffit de changer d'angle pour changer de point de vue et avoir des émotions différentes. Pas besoin d'aller à Helsinki pour avoir cette claque, puisque en 2026, grâce à toi, Fabrice, je l'ai appris tout à l'heure, il sera en France. Il sera en France. Je suis le commissaire de la rétrospective de Leandro Erlich, qui est cet artiste argentin extraordinaire qui travaille que sur l'illusion et qui... Il est argentin. Vous savez qu'en Argentine, c'est le pays du monde où il y a le plus grand nombre de psychanalystes. Et tout le travail, c'est sur l'illusion et la psychanalyse. Et ça sera à ne pas rater. Et c'est assez génial parce que donc, tu étais le maître et maintenant tu es le commissaire aussi. Ta claque, Fabrice ? Alors, ma claque, c'est quelque chose que connaît sans doute très bien Jean-Charles. C'est les 50 ans des Art BMW Car, qui est une histoire qui est due à un Français, un jeune commissaire-priseur, il y a 50 ans, Hervé Poulain, qui était aussi coureur automobile sur le site du Mans, et qui, en définitive, a demandé à Calder, à BMW de lui prêter une voiture, et à Calder, le grand maître américain du mobile, de peindre cette voiture. Il n'a pas gagné le tournoi du Mans, mais ça a lancé ces art cars où des artistes ont travaillé en permanence sur la question de la vitesse. Comment une œuvre d'art en fait s'anime que par la vitesse. Les plus grands sont intervenus. Warhol, par exemple, a fait un truc assez faux, c'est qu'il a peint en 28 minutes la voiture pour essayer d'imaginer ce que pouvait être la vitesse. David Hockney a peint une voiture comme si en fait elle était transparente et qu'on voyait à l'intérieur. Jeff Koons a peint des raies de couleurs absolument dingues qui donnent l'impression de la vitesse. Et puis la dernière, c'est Julie Méretu, cette artiste d'origine éthiopienne et américaine, qui en a fait une sorte de vibration, j'aimerais même dire de tempête totale. À l'occasion des 50 ans de ces art cars, aujourd'hui il y en a 20, elles circulent dans le monde entier, elles sont présentées dans tous les musées, il y en a en ce moment au Maroc, et en janvier, elles circuleront dans tout Paris. Et à quand celle dessinée ou peinte par Jean-Charles de Castelbajac. Mais c'est intéressant de voir des très grands noms de l'art s'emparer, alors non pas d'une toile, mais d'une bagnole pour exprimer leur talent. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire Art Total, ça m'inspire ma vocation, ça m'inspire l'histoire de ma vie. Moi, j'ai pas fait de BMW, mais j'ai fait des Smart camouflage. Vous avez customisé votre Harley, peut-être ? Absolument. Oui. Et donc, je me suis aventuré sur des terrains aussi. Et tout à l'heure, vous allez vous aventurer sur l'un des terrains les plus étonnants, périlleux, le mur de la Grande Galerie. Margot ? Moi, ça me fait penser à Vasarely qui a fait le logo de Renault. On se souviendra de ce petit moment. C'est un logo magnifique. Ma claque, donc. 2 coups de cœur en un cette semaine. D'abord, la Fondation Beyeler. C'est vraiment un lieu à part qui est lumineux, méditatif, dans un écrin de verdure suisse. Et on y va surtout en ce moment pour une raison, c'est la rétrospective consacrée à Yayoi Kusama, cette artiste japonaise extraordinaire que vous connaissez peut-être pour cette citrouille jaune qui a fait le tour du monde. Elle peignait des milliers de petits points répétés à l'infini. Et puis, on la connaît aussi pour son carré rouge iconique. Voilà, il n'y a pas d'équivalent à cette artiste donc de 96 ans. Elle est incandescente, flamboyante. Elle vit et travaille dans un hôpital psychiatrique. L'art l'a vraiment sauvée de la folie. Donc voilà, un lieu et une expo dingue. Et puis elle est géniale. Et elle est géniale. Fabrice, tu l'as rencontrée, non, je crois, il n'y a pas longtemps. Ouais, je l'ai rencontrée dans son hôpital psychiatrique il y a une dizaine d'années. J'ai revu aussi son directeur studio. Et ce qui est absolument fou, c'est que donc maintenant, elle ne travaille que dans son hôpital psychiatrique. Et comme elle est très âgée, elle a 96 ans, elle a du mal à parler. Donc elle ne peut plus donner tellement d'ordre à ses assistants. Mais elle peint toujours elle-même. Et maintenant, elle part de poèmes. Elle écrit derrière des poèmes qui parlent de l'amour. Le fait d'une sorte d'amour sacré, il faut que nous nous aimions tous en permanence. Le message est très beau. Jean-Charles, vous parliez tout à l'heure de l'invisible, de l'accès à l'invisible par le visible. Est-ce que l'art, ça peut être une thérapie ? Définitivement. Oui. Quand je regarde le travail de Kusama, il y a cette notion d'immersion. On n'a plus de sens de perspective. On rentre dans la matière. Oui, on est dans l'œuvre. On est dans l'œuvre. Et là, c'est le début d'une thérapie. C'est quelque chose
Ça vous a soigné, vous ? Moi, je me soigne au quotidien. Charlie ? Moi, c'est un photographe, ma claque, qui s'appelle Julien Benamou. C'est le photographe officiel de l'Opéra de Paris. Et il a une façon de traiter la lumière et les corps assez dingue, à savoir que jamais les corps posent. Bon, là, évidemment, c'est impossible. Toujours en mouvement. Et on pourrait croire que ce sont des séances qui durent des journées entières. Et pour avoir posé avec lui quelques fois, ça dure que quelques secondes. Parfois, il clique 2 fois. Et sa photo, il l'a parce qu'il sait exactement quoi faire. C'est extraordinaire de voir ces sublime. mouvements. Qu'est-ce que ça t'inspire comme musique au piano ? Qu'est-ce que ça m'inspire ? Oui, La semaine dernière, on a parlé de Pina Bausch. Et quand je vois Julien, la chorégraphe. pour moi, ses plus belles photos sont celles qu'il a faites du sacre du printemps. Et il y a notamment ce petit passage-là qui est très, très beau. Sur la musique de Stravinsky, bien sûr. Évidemment, merci. Jean-Charles, on vous connaît évidemment comme créateur, même si l'art irrigue votre vie et votre travail, mais vous avez toujours imaginé la mode, vos créations, comme des œuvres d'art ou pas ? En fait, tout a commencé dès 70, en fait, parce que ma démarche n'était pas celle d'un créateur de mode, puisque je n'étais pas attiré particulièrement par la mode. Non. Mais ma mère s'inquiétait pour mon devenir, et elle avait un atelier. Donc je lui ai dit, on va commencer par la fin. Et elle m'a dit, qu'entends-tu par la fin ? Et la fin, pour moi, c'était mes couvertures de pensionnaires, une couverture qui était faite en déchets, c'était les serpillères. Donc je lui ai proposé de faire des vêtements dans ces matières-là, que dans des matières détournées. Et donc je me suis retrouvé très vite, sans connaître l'arte povera, artiste d'arte povera en quelque sorte, et puisque pionnier je suis quasiment. devenu connu avec cette anti-mode, cette anti-matière. Parce que vous détournez les matières, vous détournez aussi les codes de l'art pour les transposer dans le vêtement. C'est ça. Il y a une phrase que vous avez prononcée que je trouve très forte, mais j'aimerais que vous l'expliquiez. La mode est un art appliqué à la vie. La mode est un art appliqué à la vie, mais à détourner encore. Hein. C'est-à-dire que faire de la mode, ça veut dire travailler sur la fonction. Hein. Oui, c'est-à-dire forcément. On porte un vêtement, ça doit être utile. Oui. Est-ce que mon col est assez grand ? Est-ce que le vêtement est assez complémentaire à la séduction ? Donc, c'est répondre à des questions. Faire de l'art, c'est poser des questions. Hein. Et moi, j'ai toujours eu cette schizophrénie entre l'artiste et le créateur. Bien Donc, sûr. entre la fonction et la question. Ce qui est fou dans votre travail, Jean-Charles, c'est que, en fait, je pense qu'il n'y a pas un support sur lequel vous n'avez pas intervenu. Vous avez fait des fresques, vous avez fait des objets. Donc ça passe de la peinture à la photographie. D'ailleurs, vos collaborations avec les artistes, c'est dans tous les domaines. Oui. Et vous êtes passionné aussi par la musique. Donc en fait, cette exposition aux abattoirs, c'est un peu une exposition d'un art total. L'art total de Jean-Charles Castelbajac. Alors j'aurais une question énorme et très difficile. Oui. Quelle est votre définition de l'art ? Qu'est-ce que l'art ? L'art, c'est l'autre. C'est un outil de rencontre, c'est un outil de partage, c'est un outil de générosité, c'est un outil de transmission. C'est pour ça que je dis que l'art, c'est l'autre. C'est-à-dire que tout mon art est guidé vers l'autre. Il a cette quête de spiritualité qui est en moi, mais je l'utilise réellement comme un art fédérateur. Et à partir de 97, on m'a chargé d'une mission hallucinante qui était de gérer un événement avec le pape, 500 évêques, 5000 prêtres et 1 million de jeunes. Ça, c'est incroyable. 1 million de jeunes. Donc j'étais le directeur artistique, on envoie la Journée photo. mondiale là. de la jeunesse. Et ce n'était pas juste, là, il ne s'agissait pas d'ornement. On ne fait pas d'ornement. Il fallait trouver ce ciment. Et en fait, ce ciment, ça a été la couleur. Parce que j'ai utilisé arc-en-ciel, ce qui a fait aussi couler beaucoup d'encre à l'époque, puisque Libé a titré la Cato Pride de Castelbajac. Oui. Mais le but, c'était pas ça. C'était comment mon art pouvait participer à faire converger les êtres ensemble. Mais d'ailleurs, Voilà. puisqu'on est dans une émission et une chaîne francophone, Oui. le mot de religion, il vient du mot relier, il vient du mot de réunir. C'est intéressant. Alors on peut réunir par la foi, mais on peut intéressant. réunir par la couleur. Et c'est passionnant ce que vous dites. Il y a donc cette expo, comme le dirait Nathalie, jusqu'à la fin août 2026 au musée des abattoirs de Toulouse. J'adore l'affiche. L'imagination au pouvoir. Ouais, On dirait bien sûr. quasiment un slogan de 68.
Vous savez, mon exposition au Centre Pompidou pour les enfants s'appelait « Le peuple de demain ». Et à l'époque, Laurent Lebon m'avait dit « mais c'est très politique, c'est vraiment… » Bien sûr. Et j'aime ces titres, je suis un enfant de 68 en fait. Hein. Et l'imagination au pouvoir, qu'est-ce qu'on peut rêver de plus que l'imagination au pouvoir, hein? Comment vous avez conçu cette exposition, puisque j'imagine que vous avez dû penser ce qu'on appelle la scénographie, c'est-à-dire l'histoire, le récit de cette expo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je l'ai voulu comme un parcours initiatique sur l'idée de montrer à des jeunes générations qu'à partir de l'imagination et de ses fêlures aussi, hein, pas que de choses qui facilitent la vie, on peut vraiment faire un chemin. Donc, je raconte la source de mes idées, je raconte aussi la progression et la relation à la matière que j'ai eue. Parce que je n'ai pas eu de relation à la forme dans mon vêtement. Vous voyez, le vêtement que je porte, que j'ai fait pour… Il n'a pas d'épaulette. Il a une forme qui existe depuis 300 ans. C'est une forme qui part d'une structure cruciforme sur laquelle je mets une intention, où je mets un souffle créatif. Et en fait, cette exposition, c'est 300 pièces, d'archives, bien sûr, mais qui n'ont pas d'âge. Et donc ça, on ira voir ça, évidemment, à Toulouse. J'espère. Mais j'aimerais juste savoir, en fait, comment est-ce que vous faites entrer une dimension pop, une dimension lumineuse, ludique, dans des espaces parfois sacrés, des monuments historiques. C'est très curieux parce que vous jouez sur ce contraste-là. Vous êtes intimidé, vous n'avez pas de rapport au sacré qui… vous empêcherait de faire quoi que ce soit? Vous savez, c'est l'idée qui prime, hein, donc c'est l'intuition. J'ai découvert, moi, que par rapport à mes 11 années en pension, la couleur, c'était quelque chose qui me gardait dans l'espoir. Justement, la couleur, en fait, vous avez fait de la magie avec ces couleurs primaires qu'on vous connaît, le jaune, le bleu, le rouge et le vert que vous avez ajouté en cours de route. Et récemment, vous avez ajouté d'autres palettes à votre registre, jusqu'à même, et ça j'adore, vous avez développé votre propre gamme que vous avez appelée le pastel Bajac. C'est super. Le pastel Bajac. Ah, c'est génial, c'est un nouveau mot dans la francophonie, le pastel Bajac. Le pastel Bajac, donc à glisser dans vos conversations. Mais doit-on comprendre que le carré de sable là, de ces 4 couleurs primaires qui a été votre terrain de jeu était devenu trop petit? Non, c'est pas ça, mais je suis devenu le père d'une petite fille de 5 ans. Après avoir vécu entouré de garçons et d'avoir eu 2 fils. Et cette petite fille de 5 ans a introduit le rose auprès de moi. Hein. Donc, vous avez un très, très beau rose. Lauriane, voilà, c'est comme si j'avais cette présence de la couleur. C'est une source de lumière. Moi. Et non seulement le rose, mais les paillettes, les poneys, les licornes. J'ai découvert les sirènes aussi. Donc, à chaque fois, vous savez, dans la vie, moi, je suis un aimant, au sens propre et au sens figuré. Donc, les particules viennent à moi et je grandis. Et j'apprends encore, et j'ai une sorte d'acuité, de curiosité. Et en fait, vous êtes un turbulent et un enfant permanent, j'ai le sentiment. Alors, d'abord, quand j'étais enfant, j'ai pas eu le droit d'être enfant. Puisque je suis rentré en pension à 6 ans, donc j'étais adolescent. Et adolescent, j'ai dû devenir un adulte, puisque j'ai commencé ma carrière. Et maintenant, enfin, tu as raison, je suis devenu l'architecte de ma propre enfance. Restez avec nous, Jean-Charles de Castelbajac. On va tout de suite retrouver l'un de nos experts, Alex Vizorek, qui nous emmène à Orléans, au musée des Beaux-Arts, pour nous faire découvrir ce qui est un vrai trésor national. Et puisqu'on parlait de couleurs, vous allez voir un panier de fraises peint par Chardin. C'était en 1761. C'est le Viseur Expert. Et aujourd'hui, direction Orléans, pour une exposition consacrée à l'un des plus grands peintres du XVIIIe siècle, Jean-Siméon Chardin, dont on voit ici un autoportrait, le jour où il a essayé de se déguiser en Mère Teresa. Autre portrait, Françoise Marguerite Pouget, sa femme, et quand on les voit, on a l'impression que c'est tous les jours Pâques. Sa grande spécialité, les portraits et les natures mortes. Pour l'occasion, le Louvre a même prêté ce joyau, le panier de fraises des bois. Et je pense que le tableau est plus en sécurité à Orléans qu'au Louvre. Mais Jean-Siméon ne peint pas que des fraises. Il peint aussi des pêches, des prunes, des raisins et du melon. Manger 5 fruits et légumes par jour. Venons-en au portrait. La magnifique fillette au volant. Et ça, je le rappelle aux parents, on ne confie pas le volant à ses enfants s'ils n'ont pas 18 ans. Autre tableau, les bulles de savon, qui est un petit peu un éthylotest de l'époque.
Si à un moment de la soirée, votre ami se met à souffler dans du savon, on ne lui confie pas les clés de la calèche. Et enfin, 2 tableaux qui dénotent le singe antiquaire et le singe peintre. Pourquoi des singes? Je ne sais pas. C'est son petit jardin secret. Jean-Siméon Chardin, c'est à Orléans. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Alex Vizorek, merci. Ça n'est que dans la grande galerie francophone et nulle part ailleurs. Jean-Charles, on va vous demander une performance sur l'un des murs de notre atelier d'artistes. C'est un visage d'ange. Vous pouvez vous lever et aller prendre un mur blanc comme espace d'expression. C'est un ange que j'ai appris à dessiner en 30 ans. J'ai appris à dessiner. La rue m'a appris la rencontre avec l'ombre et avec la menace aussi, parce que lorsqu'on est de dos, on a le sentiment qu'il faut dessiner très vite. Hein. Et donc voilà, le mur est là. À la craie. Charlie va vous accompagner. Et avec joie. Et nous, on va admirer donc Jean-Charles de Castelbajac dans son œuvre, dans son travail de street artiste. C'est un beau cadeau que vous nous faites, Jean-Charles. Il y a les ailes, ces fameuses étoiles qui accompagnent l'ange. On est au paradis. C'est magnifique. Bravo. Merci. Merci infiniment. Et merci pour ce message. L'imagination sera au pouvoir. Merci infiniment Jean-Charles de Castelbajac. C'est un très beau cadeau que vous nous faites. On a envie quand même de demander à Jean-Charles, est-ce que vous concevez tous vos projets en dessinant et quand est-ce que vous décidez qu'une œuvre est finie? Parce que ça aurait pu encore durer, vu comme vous êtes très prolifique. En fait, tout commence avant de m'endormir. Souvent, quand j'ai un projet, je commence à le programmer. En fait, je programme mes rêves. Avec le temps, on arrive à commencer à envisager. Là, j'ai 2 ou 3 projets en tête qui occupent mon sommeil. Et ensuite, je dessine. Et depuis 2 ans, j'ai découvert quelque chose qui me fascine, qui est le collage, le découpage. Par exemple, tout le projet de Notre-Dame, ou même beaucoup de choses aux abattoirs, ça a été fait au ciseau et en collage. Bravo en tout cas. Voilà. Et merci infiniment pour ce très beau cadeau que vous nous faites. Chaque semaine, tout ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité artistique, c'est signé Karim Rarbaj. Tout de suite, la petite galerie. Des tableaux animés, des carrés et du papier bulle.
Retour sur ce que l'art a fait de plus fou cette semaine, c'est la Petite Galerie. Et on attaque avec le Fololo. Aujourd'hui, on s'arrête sur un compte qui nous fait voir les œuvres d'art les plus connues autrement. Mona Lisa and Friends, c'est un compte Insta qui redonne vie à la Joconde et à tous ses potes de musée. C'est visuel, c'est fun, c'est un peu une expo sous LSD et au-delà de la technique, parce que oui, c'est que de l'IA, hein, t'as capté. Ce que ça raconte, c'est que ces tableaux iconiques restent des figures pop qui continuent de fasciner, peu importe le support. Bref, si vous voulez voir la Joconde et tous ses potes faire des TikTok vibes, allez faire un tour sur Mona Lisa and Friends. Et on continue avec l'incruste. Aujourd'hui, on s'arrête à la Fondation EDF à Paris pour un moment un peu à part. Pause. Qu'est-ce que ces deux monsieur fabriquent avec des Santiago et un trench en papier bulle? Contexte. Alors, ces deux messieurs, ce sont des danseurs et ils assurent la performance du vernissage de l'expo Danse la Lumière, curaté par Saido Lelou, c'est lui-là, qui a également chorégraphié ce moment. Il y a un sol, des gens, un espace. On vient, on danse, on part. Alors Saido, c'est une méga star de la danse urbaine et aujourd'hui, on a eu la chance de s'incruster aux dernières répètes de l'événement qu'il prépare depuis déjà un bon moment. Depuis bien un an maintenant. Sauf que voilà, on est littéralement à H-2 de la représentation et on a l'impression qu'il est encore en train de concevoir le spectacle. Beethoven, il faut que tu le lances une fois qu'elle a remis le pupitre à l'endroit. En fait, on va le lancer 2 fois, Beethoven. Ouais. Après Beethoven, c'est quoi, pardon? C'est le battle. On essaye Beethoven? Ça marche pas. Ah, c'est relou ça. Sans pression. Alors les répètes, sans les costumes, ok, mais sans la musique, pourquoi pas, mais c'est un peu chelou. Yes, et après une grosse après-midi de finalisation, tout semble calé. On a trouvé une solution. Le public arrive et la pression monte tranquillou ou pas. Je suis ravi. Et le show commence. Sauf que voilà. Pause. Ce qui vient de se passer là, c'est que Mathias, un des danseurs, vient de se blesser sérieusement sur ce mouvement. Ouais, les gens pensent que ça fait partie du show, mais pas du tout. Le pauvre Mathias, il douille sévère, et là-dessus, la performance doit s'arrêter. Mathias, t'es blessé? Ouais. Ok, on va arrêter là. Finito, on remballe le papier bulle. Et oui, l'art vivant, c'est aussi ça. On souhaite évidemment à Mathias un bon rétablissement. Et on termine avec la dinguerie. Aujourd'hui, focus sur Tête au carré, un artiste français qui a trouvé un concept très stylé pour rendre hommage aux figures pop qu'il affectionne. Yes, il découpe, colle, redécoupe, recolle et ça donne ses œuvres incroyables et le processus est aussi fascinant que le résultat. Et pour comprendre pourquoi ça fonctionne, on l'a directement contacté. Tu vas voir sur les 4 photos, tu vas avoir 4 œils. Comme c'est en opposé, ils vont être au même endroit, en fait, sur un carré. En fait, dans chaque coin, tu auras un carré. Et en fait, le but, c'est de prendre ces 4 carrés et d'en faire un carré. Et en fait, je fais ça sur chaque carré. Bon, on comprend pas vraiment mieux le phénomène optique qui se cache derrière ça. C'est de la magie. Mais comme il est trop sympa, on en a profité pour lui demander de nous en faire un sur mesure. Attention, qui se cache derrière ce portrait au carré? Eh oui, c'est toi, Ali. Bravo et merci, Tête au carré. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim. Margot, chaque semaine, tu te plonges dans les archives de l'art. C'est l'instant archive. Et dans l'instant archive, Margot, donc un bâtiment que vous connaissez très bien, Jean-Charles. Il y a quelques années, vous avez créé des robes tableaux sur la piazza du centre Georges Pompidou. Absolument. Margot ? Oui, Jean-Charles, je crois que c'est une performance que vous affectionnez particulièrement devant ce musée donc Pompidou qui avait été imaginé par Georges Pompidou en 69. Georges Pompidou, il voulait doter Paris d'un grand centre culturel et social aussi, avec une bibliothèque qui serait 100% gratuite. Pour ça, il avait donc lancé un appel auprès de 700 architectes, et puis c'est un duo totalement inconnu à l'époque, Renzo Piano et Richard Rogers, qui avaient été sélectionnés. Renzo Piano, la star évidemment qu'on connaît. Ils avaient séduit
suivi par un projet très provoquant, hein, le président du jury, Jean Prouvé. Donc voilà, il fallait oser quand même toute cette tuyauterie à l'extérieur pour gagner de la place, mais ça a marché. Beaubourg, donc c'est iconique, hein, et ça vient de fermer ses portes pour 5 ans pour travaux. C'est un petit deuil pour Paris, enfin, il faut le dire, mais c'est aussi l'occasion de rappeler qu'à l'époque, les Parisiens avaient vu d'un œil hyper sceptique l'arrivée de ce bâtiment dans la capitale. Je trouve que c'est horrible, que ça ne ressemble à rien. Je crois qu'on a besoin d'autre chose que de musées. C'est une boîte, une prison. On fera des expériences comme sur des lapins ou comme dans les hôpitaux psychiatriques. Moi, je crois que c'est l'erreur monumentale du siècle. Rien de moins. Oui, rien que ça, il y a même des gens qui pestaient parce qu'en fait c'était un parking avant et les gens du quartier avaient peur de plus avoir de place pour se garer, très parisien. Voilà, mais donc c'est très drôle quand on sait le succès que Beaubourg a eu par la suite. Une affaire qui marche, c'est celle de Beaubourg. 40 000 visiteurs aujourd'hui. En fin d'après-midi, 3 000 personnes attendaient encore de pouvoir entrer. Le grand navire de verre a réussi son lancement. C'est la ruée vers l'art. On était nombreux et on n'a pas eu le temps de s'arrêter pour voir vraiment. Je voulais voir la bibliothèque, j'ai pas pu attendre pour entrer. Quelles sont vos impressions? Vous étiez venu par curiosité ici? Par curiosité, oui, mais je trouve que le musée est très bien agencé. Il y a beaucoup de diversité, c'est clair. Seulement, je ferai peut-être un petit reproche, il n'y a rien pour s'asseoir. 40 000 visiteurs, donc le premier jour, et plus de 100 millions hein, depuis 77. Un succès fou, les plus belles rétrospectives du monde, comme quoi ces visionnaires avec des projets un peu futuristes, ils ont raison, je pense, de s'acharner. Et on compte déjà les jours jusqu'à la réouverture de Beaubourg. Est-ce que vous vous souvenez, Jean-Charles, de ce moment qui avait fait polémique quand même à l'époque? Tout à fait. Moi, j'avais trouvé un écho à mes couleurs, donc j'étais très heureux. Et je me souviens de l'expo de Dali, je me souviens tout à fait du début. Oui. Vous avez travaillé à Notre-Dame et vous avez travaillé à Beaubourg, qu'on appelait Notre-Dame des Tuyaux. Ah oui, je ne sais pas. Alors, vous êtes Notre-Dame ou Notre-Dame des Tuyaux? Je suis les deux, je pense. Vous êtes les deux? Vous restez avec nous. Deuxième invité maintenant. C'est un artiste de 38 ans, né en Algérie. Bilal Hamdad crée l'événement en ce moment au Petit Palais à Paris avec une exposition absolument formidable et qu'on vous recommande chaleureusement. Paname, avant de l'accueillir, son portrait. En 3 mots, c'est signé Damien Cabrespine. Bilal Hamdad, en 3 mots. Mot numéro 1, urbanité. Bilal Hamdad aime les villes surpeuplées, les âmes seules, les stations de métro et les terrasses de café. Un reflet de nous ou de la société ou de ma vie quotidienne. Bilal Hamdad croque l'urbanité, ses toiles sont une célébration de vie anonyme. Peindre la chair, les expressions, c'est la base de mon travail. Mot numéro 2, virtuose. Formé aux Beaux-Arts, Bilal Hamdad multiplie les clins d'œil aux grands classiques. Velázquez ou Manet, Géricault ou Courbet, les grands maîtres ne cessent de l'inspirer. J'aime bien ce mélange entre le passé et le présent. Ces toiles immenses multiplient les références incongrues et les hommages dissimulés. Bilal Hamdad est un virtuose qui mêle héritage et modernité. Et enfin, mot numéro 3, vif. Bilal Hamdad peint à partir de photographies prises sur le vif. J'utilise mon appareil photo comme un carnet de croquis. Ces toiles sont des instantanés, leur naturalisme saisi, leur poésie éblouie. Mes peintures, c'est un témoignage de mon époque. Bilal Hamdad est dans la Grande Galerie francophone. Bonjour et bienvenue. Je vous présente Jean-Charles de Castelbajac, l'équipe. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Urbanité, virtuose, vif. Ces 3 mots vous conviennent? Les 3 mots, ça me convient très bien. Mais peut-être je retiens urbanité parce que mon travail, ça commence dans la rue. Il y a le rapport avec la rue, la ville. Et en fait, il y a un rapport avec l'humain. Et vraiment, ça commence dans la rue. Il y a quelque chose d'assez génial. On a vu l'exposition au Petit Palais avec Margot. Vos peintures, elles sont exposées en ce moment dans une expo qui s'appelle Paname, comme Paris. Vos toiles, elles sont souvent monumentales. Elles sont accrochées au milieu de celles de Courbet, par exemple, de très grands noms de la peinture. 21 toiles qui représentent le Paris d'aujourd'hui. La station de métro Barbès-Rochechouart, elle est somptueuse. C'est une toile, c'est une peinture. Ça n'est pas une photo, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il y a des livreurs à vélo, des serveurs, des agents de nettoyage. C'est notre société, c'est le monde tel qu'il va qui vous intéresse?
Effectivement, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le rapport de l'humain avec la ville, avec la rue. Et moi, en fait, je commence toujours, j'observe, je regarde les altitudes, les visages, le comportement. Et une fois à l'atelier, j'essaie d'interpréter ça en peinture. Et quel est votre prochain canevas? Parce que là, c'est Paris. Quelle pourrait être la prochaine ville? Ça dépend, en fait. Ce que je présente, c'est un rapport avec mon quotidien. Donc, par exemple, j'étais à Madrid. Il y a un mélange entre Madrid et Paris. Et prochainement, je ne sais pas, peut-être en Algérie. Ce qui est marquant, pour moi, c'est qu'en fait, vous ne peignez pas des choses remarquables. C'est-à-dire que c'est jamais un cadrage photographique parfait. C'est presque, j'aurais dire, ce qu'on ne voit pas, ce à quoi on n'attache pas d'intention. Et c'est un peu les non-lieux. C'est ça que je trouve très intéressant. Parce que la peinture photographique, on en connaît de nombreuses. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le décalage permanent, le non-lieu. Effectivement, en fait, moi, je ne me considère pas comme un photographe. En fait, je prends des photos avec mon téléphone ou un petit appareil photo. Et à partir de ça, j'essaie d'avoir une vision picturale. Mais alors, donc, il y a toujours cette vision... Justement, parce que votre technique est impressionnante. Parce qu'en fait, on le voit dans les tableaux, c'est hyper réaliste. Enfin, je pense que de loin, on ne se rend pas compte si c'est une photo ou pas. Et donc, vous avez développé cette technique qui tient qu'à vous. Vous prenez plusieurs photos, donc avec un téléphone. Vous les assemblez ensuite entre elles pour imaginer un tableau. Finalement, ce que vous peignez là, ce n'est pas forcément toujours une photo qui a existé telle qu'elle. Comment est-ce que vous avez développé cette technique? Moi, j'ai envie de parler presque de peinture-reportage. Je ne sais pas si ce mot existe, mais on pourrait l'imaginer. En fait, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à Bourges, donc j'ai fait mes études là-bas. Au Beaux-Arts à Bourges. Au Beaux-Arts de Parce qu'il Bourges. faut dire que vous êtes natif d'Algérie, vous avez grandi en Algérie, dans la frontière marocaine, à Sidi Bel Abbas. Exactement. En fait, voilà, quand j'étais à Bourges, je travaillais avec plusieurs profs. Et à l'époque, je prenais des images que je trouve sur Internet pour faire des compositions. Et après, quand je suis arrivé à Paris pour faire mes études aux Beaux-Arts de Paris, et là, j'ai commencé à prendre mes propres photos et faire des compositions à partir d'une banque d'images que j'ai pris à fur et à mesure. Moi, ce qui m'a frappé dans votre travail, c'est d'abord c'est une œuvre qui s'appelle Horizon, où vous avez un personnage allongé et vous faites la relation entre cette dimension d'horizon qui est un horizon perdu. C'est comme s'il y avait 3 états dans votre travail. Il y a l'état horizontal, il y a l'état d'attente sur les terrasses, les gens attendent, comme une sorte de purgatoire. Et enfin, il y a un 3e état qui est la verticalité. C'est les hommes qui se tiennent droit face à leur destin et qui affrontent le destin. Et ça me touche beaucoup dans votre travail, la dimension spirituelle. Merci, en fait. Ce que j'essaie, c'est vrai... C'est une bonne remarque parce que souvent je représente les personnes verticales et là c'est horizontal. Horizontal, d'ailleurs, c'est une tradition et c'est une inspiration de grands tableaux classiques, ce qu'on appelle les Ophélies. Ophélie allongée en train de dormir dans l'eau. Et là, vous représentez Ophélie, mais sous forme d'hommes. On ne sait pas exactement s'ils sont noyés ou s'ils sont simplement endormis. Et je me pose la question de la façon dont vous peignez les hommes, parce qu'en fait, dans leur visage et la façon qu'ils ont, même là, on le voit avec les hommes qui étaient allongés dans l'eau, il y a quelque chose de très doux. Est-ce que pour vous, la douceur, c'est quelque chose aussi de politique et il faut montrer la douceur des hommes dans vos tableaux? Oui, exactement. En fait, souvent, moi, je pars d'une figure et le reste, ça complète l'espace. Et je trouve que c'est l'âme qui m'intéresse dans l'espace. Et j'essaie de donner une importance pour une femme ou pour un homme ou pour un garçon ou pour un livreur ou n'importe. Pour moi, ils ont tous la même dimension. Et je pense l'exposition Paname, c'est un hommage à ces personnes que j'ai croisées dans ma rue. Et aux scènes de la vie quotidienne, on est loin du Paris monumental et du Paris féerique des cartes postales. Votre itinéraire, il est assez fascinant quand même, parce que vous avez failli devenir footballeur professionnel. Exactement. Comment est-ce que vous êtes tombé dans l'art, Bilal? 1, 2, 3. Vive l'Algérie. C'est ça. Et comment je suis tombé en fait? Oui, comment est-ce qu'on passe du foot à l'art et à l'art le plus exigeant et le plus pointu? Le foot, pour moi, c'est un rêve perdu parce que je croyais vraiment à ça et je pensais que j'avais la possibilité de faire une carrière. Et en fait, il y a un certain moment, j'étais un peu perdu sur l'orientation. Et c'est grâce à mes parents qui m'ont orienté pour entrer aux Beaux-Arts et grâce à mon père.
Et là, je pense que je suis dans un élément qui me correspond le plus. Vous reviendrez peut-être, vous irez peut-être au foot, parce qu'il y a des grands artistes français, je pense à Fabrice Hibert, qui a fait un ballon carré, joue au football avec un ballon carré. Ouais, voilà, il y a eu des peintres très célèbres qui ont peint des joueurs de foot, donc ça sera peut-être votre prochain travail. Pourquoi pas. Nicolas de Staël a eu voilà. une révélation avec le foot. Hein, exactement. Donc, Nathalie? Moi, en fait, je voulais revenir sur quelque chose qu'on a dit dans votre portrait sur 3 mots, parce que vous êtes espiègle, vous faites souvent des clins d'œil aux grands maîtres dans vos œuvres. Donc, parlons concret, si vous le voulez bien. On va regarder une de vos œuvres qu'on va mettre en parallèle avec celle d'Édouard Manet. Donc, votre œuvre s'appelle « Sérénité du nombre ». Et celle d'Édouard Manet, un bar aux Folies Bergères, évidemment très célèbre. Donc là, les galeristes, est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces 2 œuvres? Les clémentines, bien entendu. Et je me demandais, en fait, est-ce que reproduire, s'inspirer, copier les plus grands a fait partie de votre processus créatif ou d'apprentissage, disons? En fait, j'ai commencé avec ça quand j'étais en Algérie. J'ai commencé avec la reproduction. Je ne sais pas c'est qui m'a dit que la meilleure école, c'est des reproductions. Donc, j'ai fait quelques-unes. J'ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait quelques-unes. Et sur ce tableau-là, en fait, quand j'avais la composition, en fait, il y avait le marbre, il y avait des fruits. Et j'ai pensé directement à Manet sur ce tableau-là. Et pourquoi Manet? Parce que Manet, en fait, lui-même, il a revisité l'école espagnole, la peinture espagnole, pour parler de la modernité de son époque. Donc moi, c'est un peu la suite. Pas la et suite, ça, c'est l'un de vos points communs, justement, avec Jean-Charles de Castelbajac, parce que vous aussi, vous partagez avec Manet une passion pour autre chose, mais pour le camouflage. Ah oui, non, mais là, vous montrez une série de tableaux que j'ai fait il y a maintenant 18 ans. Et qui étaient des reproductions à l'identique par des copieurs que j'irradiais de logos de maisons de luxe. Mais pourquoi Manet? Parce que je voulais créer un nouvel impressionnisme, en fait. Je voulais intervenir. J'avais choisi une vingtaine de tableaux emblématiques de l'histoire de la peinture et en y apposant des logos de marques emblématiques, je voulais accentuer cette espèce de profanation qui devenait une autre beauté, comme une beauté bizarre. Ce tableau a été acquis par Jay-Z, donc il est dans la collection de Jay-Z. Il est grandeur nature. Par contre, j'ai eu à l'époque des gros problèmes avec les marques. Oui, parce que j'ai toujours eu ce sentiment d'appropriation. Voilà, il y avait un côté pirate. C'est fascinant de voir vos différentes manières d'arriver à la création, votre rapport à l'art. On a en commun la passion de la rue, surtout. Hein, exactement. Et de ce que la rue nous apporte en nombre. C'est ce qu'on voit dans le travail de Bilal, en profondeur. Et dans la rue se croisent, on revient à l'invisible, les vivants, les fantômes, le passé, le présent et le futur. La rue, Bilal? C'est l'inspiration pour le moment. C'est l'inspiration. Ouais. Bah oui, c'est l'inspiration. Vous avez également le talent en commun, si je peux me permettre. Vous qui aimez les collaborations, vous pourriez imaginer une collaboration avec Bilal? Bien sûr, bien sûr. Eh bien, écoutez, j'espère qu'elle aura lieu. Plaisir pour moi. Grand sourire de Bilal. Vous restez tous les deux avec nous. Merci pour votre générosité. On va maintenant ralentir le rythme, comme chaque semaine, pour prendre le temps de la contemplation. Et aujourd'hui, direction le musée Rodin à Paris, pour admirer une œuvre emblématique de Rodin. Le baiser, c'est fascinant.
c'est une belle manière de terminer cette émission sur un baiser et quel baiser. Merci infiniment à tous les deux. Jean-Charles de Castelbajac. Merci Ali. Il faut aller donc à Toulouse voir cette exposition aux abattoirs. Venez nombreux à l'exposition. Évidemment, jusqu'en fin août 2026, comme dit Nathalie, avec une bande originale, puisque l'art est total, signé Vladimir Cauchemar. Voilà. Bilal, on peut vous voir au Petit Palais à Paris dans cette exposition incroyable. Paname. Merci infiniment d'avoir été nos invités. Merci à tous. On se retrouve, les amis, la semaine prochaine. Et quant à vous, vous pouvez revoir l'émission sur le site de TV5 Monde et quand vous voulez sur les réseaux sociaux, évidemment.